Kelebendo, kelebebana, aliment kelebendo, la fadin kelebebana. Toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Article 2. Toute vie étant une vie, toute heure causée à une vie exige réparation. Ces textes-là sont si beaux. Ces textes-là, mon vieux. Et j'avais donné la traduction mot à mot de tout ce qui a été dit en malais. 1000 pages. Traduction mot à mot. Le Manden fut fondé sur l'entente et l'amour, la liberté et la fraternité. Cela signifie qu'il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale au Manden. Tel fut le sens de notre combat. Nous sommes le 10 décembre 2020. Il y a exactement 7 ans, nous quittait un grand monsieur, Youssouf Tata Cissé. Ce jour-là, j'étais à Bruxelles, c'était le 10 décembre 2013, et j'étais en train de prononcer un texte, le discours sur le colonialisme, qui marquait les centenaires de la naissance de Aimé Césaire. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Rentrant au lieu d'habitation, je vérifie sur mes mails et là j'observe un message de quelqu'un qui nous annonçait la disparition de ce grand homme qui nous a fait connaître cette charte fondamentale. Nous allons demander à Rosita d'introduire cette première partie en essayant de nous faire découvrir ou redécouvrir le texte que le mouvement international pour les réparations avait proposé en 2014 lors d'un premier hommage qui était organisé à Nantes. Tout à fait. MIR, Mouvement international pour les réparations, hommage à l'érudit et à l'enseignant Karamoko Youssouf Tata Cissé, 1935-2013. Commémoration Maronne, Nantes, France, mai-juin 2014. La charte du Manden au mémorial de Nantes. C'est dans les années 1960 que Karamoko Youssouf Tata Cissé a transcrit et traduit en français le serment contracté entre les chasseurs, enfants de Sanéné et Contro, à la fondation de l'État du Grand Mali, en vue d'éradiquer l'essence même de l'esclavage au début du XIIIe siècle. Ce serment, constitutif de l'État du Grand Mali, Karamoko Youssouf Tata Cissé l'a dénommé Charte du Manden et a commencé à le faire connaître hors de l'Afrique, lors de conférences publiques, à partir de l'année 1968. À cette époque, où régnait le concept de tiers-monde, la question de l'esclavage est très précisément de la suppression de cette pratique apportée en Afrique de l'Ouest par l'islam n'était pas en vogue. La levée de voile sur l'existence d'une connaissance de l'histoire véritable détenue par les seuls initiés, chasseurs et griots initiés notamment, sachant que tous les griots ne sont pas initiés, fut de surcroît très négativement accueilli par certains cercles tiers-mondistes, par certains africanistes
et certains historiens africains déstabilisés par ce savoir initiatique auquel ils n'avaient pas accès, et enfin par les cercles islamisants. Lorsque les grands maîtres d'initiation du Mandème se sont réunis en ce milieu du XXe siècle pour confier à Karamoko Youssouf Tata Cissé la diffusion hors du cercle des initiés du serment des chasseurs 1212, lequel deviendra constitution de l'État du Grand Mali, ils ont placé l'agenda du mouvement de libération africain pour les décennies à venir. L'inscription de la première section de cette parole sacrée au sein du premier mémorial européen aux esclaves, inauguré en 2012 dans la ville de Nantes, qui fut le premier port négrier de France, marque une étape dans la longue marche. Les enfants de Saint-Néné et Contoron font, à l'adresse des 12 parties du monde et au nom du Mandème tout entier, la proclamation suivante. Toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. C'est cette idéologie qui, des millénaires auparavant, a présidé à la fondation de la première dynastie de l'Égypte antique, évoluant sous le sceau de la Mahat. Karamoko Youssouf Tata Cissé a accompli sa mission. Il est pour nous l'homme siècle. Merci Rosita pour cette belle ponctuation. Le serment du Mandé, la parole mère, siège de l'État du Mali, de la création, de la fondation de l'État du Mali au XIIIe siècle. Eh bien, il est très intéressant de savoir que ce texte a été traduit en français et déclamé pour la première fois, donc hors du continent et hors, bien sûr, des sociétés d'initiation, en France, quelques semaines avant mai 68. C'était à Cachan. Avec le professeur Youssouf Tata Cissé. Imanou Dibango. C'était un événement. À Cachan, en 1968. La charte du Mandé, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, si on arrive au RAEC, c'est quand j'ai commencé mon cours d'histoire médiévale en 2006. J'étais très surpris parce que j'en ai jamais entendu parler quand j'étais étudiant. Et mon professeur, c'était Catherine Kokré-Vidrovitch. Je me dis, mais Catherine m'aurait menti. Elle m'aurait caché quelque chose. Mais pas du tout. Entre le colloque de 76 et 2012, où M. Simonis commence à écrire un certain nombre d'articles par rapport à la charte, il s'est quand même écoulé 36 ans. 36 avenue de la division Leclerc, à la résidence AFIT. Cette soirée culturelle suivie d'expositions était animée par 2 saxophonistes, Cheikh Koli Samaké du Mali et son frère et ami Manu Dibango, tous 2 jeux du saxo. Et moi j'ai déclamé la charte du Mandé à Cachan, 36 avenue de la division Leclerc, la maison des foyers internationaux. C'était en quelle année ça? En 68, tout juste avant mai. Nous allons poursuivre avec une vidéo qui nous permet aujourd'hui de poser une certaine critique, en tout cas avoir une certaine compréhension entre ce que l'on peut appeler la charte de Kourouka-Fougan et la charte du Mandé. À la suite de cette vidéo, nous allons recueillir quelques réponses de Fanta Kaba qui avaient été enregistrées hier. C'est parti. Le serment des chasseurs Mandé Dosso Kalikan, ça ne fait que 7 articles. Comme je l'ai toujours dit, je me positionne simplement sur vraiment les 2 textes. 7 articles Mandé Dosso Kalikan, 44 articles maintenant Kouroukan Fouga. Et comme je l'ai dit, le Kouroukan Fouga est un texte de droit positif qui régissait la situation à un instant T dans la société du Manding. Elle n'avait aucune vocation universaliste ni droit de l'homiste.
Parce que l'article premier, comme on l'a dit, vous l'avez si bien étayé également, la société est divisée en classes. Les droits de l'homme sont contre la division par classe. La charte de Kurukan-Fuga également, en son article 20, parle également de l'esclavage. Elle ne l'abolit pas. Elle humanise simplement l'esclavage. Mais elle donne des droits. Oui, mais l'esclavage en soi déjà, c'est une inégalité fondamentale. Elle l'atténue simplement. Donc ça veut dire simplement que ce n'est pas des textes qui sont droits de l'homiste. La charte du Kurukan-Fuga n'est pas un texte à vocation universelle parce qu'elle consacre, un, l'esclavage, de deux, elle consacre la division de la société en classes, toute chose contraire à l'esprit républicain. À titre de rappel, le projet de modification de la constitution de la commission d'Abba Diawara en son temps avait fait référence à la charte de Kurukan-Fuga dans son préambule en disant déterminé à veiller au respect des principes et valeurs énoncés dans la charte adoptée en 1236 à Kurukan-Fuga, compatible avec ceux de l'État démocratique républicain. Donc, vous vous rendez compte quand même qu'il y a toute une amalgame à ce niveau-là. Une charte qui va sur la division par classe, une charte qui n'abolit pas l'esclavage, mais l'atténue simplement. On a voulu faire croire qu'elle est compatible aux valeurs démocratiques et républicaines. C'est pour montrer le degré d'incompréhension et de méconnaissance du contenu réel de cette charte de Kurukan-Fuga. Oui. Le second texte maintenant que je vais toucher, c'est le serment des chasseurs, Mandé Dosso Kalikan. Cet article 10e siècle. Le premier article nous dit « Toute vie humaine est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, n'est pas plus respectable qu'une autre vie. En Bambara, Ninga Koroniye, Ni Mafsaniye. Premier aspect. Ça veut dire déjà l'égalité entre les hommes est reconnue à travers cette charte-là. Au niveau également du deuxième charte, du deuxième article du serment des chasseurs, Master Soumi a parlé tout à l'heure de l'absence de sanctions. Oui, en effet, il n'y a pas de sanctions parce que ce qui est écrit dans l'article 2 ici, on dit tout corps causé à une vie exige réparation. Et la réparation, sur le plan juridique, est différente de la sanction. Donc il n'y avait pas de réparation carrément. Est-ce que ce n'est pas une charte qui, à vocation universelle, laisse les questions de sanctions à toutes les nations auxquelles elle est adressée, en laissant une grande couverture en disant simplement la réparation? On peut dire ça, c'est un premier indice d'universalisme, contrairement à la charte de Kurukan-Fuga de 1236. Les chasseurs déclarent également au niveau du 4e article que chacun veille sur son pays et sur ses pairs. Par pays ou patrie faso, il faut entendre aussi surtout les hommes, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendront aussi nostalgiques. Dans cet article maintenant, il y a un message fort qui s'adresse au Mali. Prendre soin de sa patrie. Quand il parle de patrie, il parle de la terre. Nous vivons sur la terre, nous extrayons sous la terre les minéraux pour faire l'industrie. Nous cultivons là-dessus. Nous sommes ensevelis sous la terre. Donc cette charte de Mandé nous dit de veiller sur ce qu'on a de plus capital. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette charte du Mandé, on l'a vraiment lue? Second aspect. Quand on dit de prendre ancrage sur nos valeurs culturelles, il s'agit de ce genre de réflexe. Nous devons prendre soin de cette terre de nos ancêtres qui nous ont légué et que nous devons léguer à nos pères. Aucun modèle de développement au monde basé sur les investisseurs étrangers n'a réussi. Nous devons aller vers une exploitation et une maîtrise rationnelle de notre terre, de ce qui est sous la terre et de ce qui est sur la terre, et recouvrer son intégrité territoriale. Les précautions écologiques également sont prises en compte. Au niveau de l'article 5 du serment des chasseurs, on dit « la faim n'est pas une bonne chose ». Les questions de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, tout est pris en compte depuis le Xe siècle. La lutte contre la faim, ne cherchons pas ailleurs. La valeur de l'homme, ne cherchons pas ailleurs. Tout est dans le texte. Tout est dedans. Je continue un peu plus avec votre permission, M. Nguissa. Il dit également, contrairement à la charte du Kurukan-Fuga, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas plus de calamité que ces deux choses-là, c'est-à-dire la faim et l'esclavage. Alors que dans le Kurukan-Fuga, l'esclavage est reconnu mais simplement atténué. Ici, l'esclavage est banni. La faim, elle est bannie. Bien, Fanta, tu viens d'écouter, comme nous tous,
Maître Aboudraman Touré, qui est docteur en droit. Il nous dit dans cette vidéo que c'est la confusion organisée entre deux textes qui n'ont rien à voir du tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et plus largement, quelle est la position du mouvement militant sur ce sujet? Disons qu'il y a deux volets dans ce que Maître Aboudraman Touré dit. Concernant le premier volet, nous sommes évidemment en accord total avec la démarche de Maître Touré qui vise à mettre fin à la confusion qui a été organisée entre deux textes radicalement différents dans la forme et qui sont opposés sur le fond. Il n'y a pas lieu de confondre. La charte du Mandé, c'est un texte malinqué que des initiés se transmettent dans le secret de l'initiation depuis des siècles, alors que leur territoire est sous agression étrangère. Agression sous sceau islamique, puis sous sceau chrétien, et enfin sous sceau pour la zone concernée, sous sceau de la colonisation républicaine française. La charte du Mandé exprime le paradigme des initiés. Ce qui est à la clé, c'est l'institution d'un ordre égalitaire. La source est unique. Si j'existe, c'est que la source a trouvé nécessaire que j'existe. C'est que la source a trouvé nécessaire de se décliner sous ma forme. Si tu existes, c'est qu'elle a trouvé nécessaire que tu existes, qu'elle a trouvé nécessaire de décliner sous ta forme. Il n'y a pas de hiérarchie instaurée entre les personnes. Nous sommes tous les éléments, les organes d'un seul et même corps commun. C'est le béaba de l'initiation africaine, la source unique. Qu'on soit Mandé ou Congo, c'est pareil. Puisque d'ailleurs, à l'origine, toutes ces appellations ne sont pas des ethnies, c'est des références à l'initiation. De toute façon, tout le monde noir, entre guillemets, radote, si on peut dire, sur cette thématique. Les Antillais, c'est le tout le monde c'est moun. C'est le Muntu, quoi. Tout le monde c'est moun. Et bien sûr, le paradigme qui est lié à cette perception, c'est l'Ubuntu. L'Ubuntu qui renvoie, qui renvoie en Afrique à l'arc-en-ciel. Parce que d'un bout à l'autre de l'Afrique, en fait, on utilise l'arc-en-ciel comme support dans l'initiation, dans l'enseignement, dans la transmission. C'est la palette de couleurs, si vous voulez, de l'aura, quand on monte en vibration, quoi. Bon, en France, pour traiter de ces sujets, ils ont emprunté le vocabulaire à l'Inde, ils parlent d'ouverture des chakras, etc. Pour en revenir à la charte, Youssouf Tata Cissé, qui est un initié, est mandaté par ses pairs après l'indépendance pour sortir cet énoncé de la diffusion restreinte entre initiés et pour l'instituer dans l'ensemble de la société. Donc il faut se mettre dans le contexte. On est à l'époque dans le Mali de Modibo Keïta et l'objet est alors de refonder notre gouvernance en se réancrant sur nos fondamentaux. C'est bien pour ça qu'il y a eu une fédération avec le Sénégal, puis une fédération Mali-Guinée-Ghana. C'est-à-dire qu'on essaye à ce moment-là de retrouver nos anciens États, les aires culturelles que nos ancêtres nous ont léguées en héritage. Et même si c'est pas encore fait, même si c'est différé, le projet est toujours d'actualité, qui consiste à parvenir à élaborer les lois et institutions qui peuvent servir les valeurs partagées qu'on veut réinstituer. Chaque communauté a une culture et chaque communauté doit pouvoir exprimer sa perception et sa compréhension du monde et sa compréhension de son rôle dans le monde. On a évoqué, je viens d'évoquer tout de suite la fédération Guinée-Mali-Ghana. Dès l'indépendance du Mali, en 60, c'est Youssouf Tata Cissé qui avait été mandaté dans l'invitation du président Nkrumah au Mali pour le guider en quelque sorte sur la trace de ses ancêtres, les forgerons, les orpailleurs, qui ont migré jusqu'à la côte du golfe de Guinée, jusqu'à la côte du Ghana actuel, partant du Ghana ancien, du Ouagadou, du Ouagadougou, de l'état des Ouagé Cissé, les Kayamagan, les maîtres de l'or. Bref,
L'énoncé oral en malinké donc va être transcrit par Youssouf Tata Cissé en 65 et il va le traduire en français. Bon, c'est un énoncé court qui comporte un préambule et 7 strophes. Et Youssouf Tata Cissé va le diffuser pour la première fois à l'étranger, donc pour le grand public, en 1968 à Cachan, en banlieue parisienne. Et il va l'exposer pour la première fois dans un symposium international de spécialistes, sous l'intitulé traduit en français Charte du Mandé Nouveau, en 1976 à Bamako. Ce sont les symposiums Arsan de Bamako de 75-76 qui vont réunir tout le gratin entre guillemets au niveau des francophones, les Théodore Monod, les Jean de Vis, les Germaine Dieterlin, les Raymond Moni, les Vincent Monteil, Joseph Kuok, etc. Et bien entendu, Djibril Tamsir-Niane, le fameux chantre du texte dit de Kouroukan Fougan. Alors, concernant ce texte dit de Kouroukan Fougan, nous sommes en total accord avec Maître Aboudrahmane Touré quand il dit dans la vidéo qu'en résumé, ce sont 44 articles qui disent un ordre hiérarchisé avec des castes, avec des supérieurs, des inférieurs et des esclaves. Et que donc il n'y a pas lieu de confondre avec la charte du Mandé qui dit un ordre égalitaire. C'est très clair. En fait, pour être entraîné dans la confusion, il faut ne pas avoir dans la confusion qui va être induite sciemment par au niveau des intitulés. Pour être entraîné dans cette confusion, il faut ne pas avoir lu en fait les deux textes. Ce qui est produit en 98 dans un atelier tenu en Guinée financé par la francophonie, ce qui est produit, c'est un code esclavagiste. Les Français ont été à l'avant-garde avec leur code noir, qui a été une source mondiale d'inspiration, non seulement en prétendant légaliser l'esclavage au XVIIe siècle, mais en créant un droit dérogatoire fondé sur la couleur de l'épiderme. Code noir. Ce sont les noirs seuls qui peuvent être esclaves, en fait. Bon. Les musulmans ont produit, quant à eux, X textes qui assoient la licité de l'esclavage. Et c'est logique, c'est leur paradigme. Puisque pour le musulman orthodoxe, si on peut dire, je dis ça pour distinguer avec les grands maîtres soufis, quoi. Donc pour le musulman lambda, il y a tout un scénario de classification des humains. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité entre les hommes de la Oumma, quoi, de la communauté, entre les musulmans, quoi, entre les hommes qui adhèrent au credo musulman. Et puis, à l'étage en dessous, vous avez les juifs et les chrétiens, qui sont qualifiés donc de gens du livre. Et puis, au bas du bas, alors vous avez les kafirs, les kafs, quoi. Ceux qui ne croient pas au fameux livre des religions dites révélées, donc Bible, Coran, quoi. Et malheureux kafirs destinés à être esclaves. Et puis alors encore dans une autre case, alors à part, vous avez les femmes. Et puis encore dans une autre case, vous avez les esclaves musulmans, pour lesquels en gros il est dit que quand le maître en affranchit un, Dieu apprécie, quoi. Bon, pour les femmes, vite fait parce que ce n'est pas le sujet, je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant que en ce bas monde, l'UNESCO, donc l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a un pendant qui a été créé par les États qui se réclament de l'islam et qui s'appelle ISESCO, quoi. Alors UNESCO, ISESCO, quoi. Donc organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, quoi. Ces États-là estimant qu'ils ne peuvent pas adhérer à des droits humains universels tels que conceptualisés dans le système onusien, notamment, ou en particulier, enfin c'est au choix, parce que selon eux, les femmes seraient égales en dignité, mais pas en prérogative, pas en droit, quoi.
Donc elles n'ont pas les mêmes droits, mais elles ont autant de dignité. Revenons donc au TDKF, au texte dit de Kouroukan-Fouga, élaboré donc en 98, au second volet de ce qu'a dit maître Aboudraman Touré. Là où nous nuançons un peu par rapport à ce qu'exprime maître Touré, c'est quand il dit Kouroukan-Fouga est un texte de droit positif qui régissait la situation à un instant T dans la société du Manding. Alors pourquoi est-ce que nous nuançons? Comme l'a expliqué le magistrat guinéen Sirman Kouyaté, qui est à la manœuvre en 98 dans l'élaboration de ce texte, issu de l'atelier financé par la francophonie à Kankan. Sirman Kouyaté explique qu'il a fait un tri dans ce qui a été dit pour composer un texte qui en gros puisse donner une image des valeurs consensuelles du mandé traditionnel dans laquelle la société actuelle puisse se retrouver. Autrement dit, il a pioché dans un millénaire d'histoire, un millénaire quand même d'histoire, pour produire un package consensuel. Or, bien évidemment, comme dans toute société humaine, l'histoire est faite de contradictions et rien n'est figé. A fortiori, on s'en doute, dans une société qui, durant des siècles, subit sous sceau des religions dites révélées, 2 assauts majeurs en provenant de l'extérieur. Assauts qui vont déboucher, je le précise ou le répète, sur des razzias et déportations esclavagistes massives, sous sceau islamique et chrétien, avec des acteurs juifs, chrétiens, musulmans, et assauts qui vont déboucher en point d'orgue, à partir du 19e siècle, sur l'achèvement de la conquête et la colonisation, d'ailleurs, de quasiment tout le continent. C'est pourquoi, plutôt que de dire avec Maître Touré qu'il s'agit d'un texte de droit positif qui régissait la situation intentée, nous dirons plutôt que pour le magistrat Kouyaté, c'est une composition à visée consensuelle créée pour résoudre les conflits de société d'aujourd'hui et juguler les forces centrifuges à l'œuvre, et que cette composition, il l'a réalisée à partir d'éléments puisés dans une histoire millénaire. 10 ans plus tard, en 2008, la société d'édition de Djibril Tamsir-Niane, en partenariat avec l'Harmattan, édite ce fameux texte dit de Kouroukan-Fouga, texte que d'ailleurs Djibril Niane a de sa propre initiative révisé par rapport à celui de 98, en insérant dès le premier article des catégories, en particulier la catégorie esclave, qui ne figure pas dans les déclamations traditionnelles des griots. Bon. Et il fait donc estampiller comme traditionnel africain ce texte, puisque par le CELTO, le Centre d'études linguistiques et historiques par la tradition orale, et en le faisant estampiller, il indique que donc l'Afrique serait productrice d'un paradigme esclavagiste endogène, et pire, il le fait endosser par les Donso, puisque par définition Sundiata est Simbo, c'est-à-dire qu'il est un grand maître dans le Donsoya. Le Donsoya qui est un système qui vise à instituer un système égalitaire, où l'esclavage n'a pas sa place. Mais lui, il le fait endosser par Sundiata, donc par le Donsoya, puisqu'il fait croire que ce texte de Kouroukan-Fouga, en fait, a été institué par Sundiata. Alors qu'on sait très bien qu'il y a eu une guerre de libération, qu'il y a eu que des brigades anti-esclavagistes ont été mises en place à travers tout le territoire, et qu'après Sundiata, l'islamisation a repris de plus belle, et avec elle l'esclavage, puisque l'islam procure à l'esclavage une licité. L'incroyant était en fait destiné à être esclave. Le CELTO, nous, les militants, on connaît.
puisque à Nantes, lors de la marche des esclaves qui a été conduite sous l'égide des grands ancêtres de la Charte du Mandé, on a invité une délégation du Niger, notamment Feu Boubegado, donc qui était archéologue au CELTO et qui a participé à cette commémoration. Bon, c'était un aîné, un grand aîné, hein, il était déjà âgé, mais les militants parlaient à bâton rompu avec lui demandant comment c'était possible que pour des miettes d'argent on puisse en arriver à ce niveau de mascarade et à obscurcir le chemin que certains s'appliquent à défricher pour que la jeunesse avance. Et bien vrai que lui, Boubegado, évidemment, n'était pas l'artisan de tout ça, mais bon, c'était en fait au CELTO qu'en tant que militant, on s'adressait à travers lui. Et on sait aussi comment, fin 2013, effrayé quelque part par la mort imminente de Youssouf Tata Cissé, Dioul Delaya, qui a été directeur du CELTO de sa création jusqu'en 97, le suppliait de pardonner avant de partir, parce que Dioul Delaya lui-même appelait le faux de Kouroukan Fougan. Dioul Delaya lui demandant de lui pardonner de ne pas s'être opposé à cette forfaiture et intercédant même pour que Youssouf pardonne aux artisans de la dite forfaiture qui ont pu être aveuglés par l'argent, les honneurs, l'islam, etc., quoi. Et il lui disait aussi de pardonner aux suivistes, à ceux qui ont été entraînés sans bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et Dioul invoquait d'ailleurs pour cela en s'adressant à Youssouf, hein, je le rappelle, qui était quasiment sur son lit de mort en fait, le droit d'aînesse de certains et la nécessité de ne pas leur faire honte, etc. Bref, il faut quand même préciser à la décharge donc, de Feu Dioul Delaya que la fabrication de ce texte c'est en 98 et que donc Dioul vient de quitter la direction du centre à ce moment-là, quoi. Et que bien évidemment il n'est plus aux commandes quand 10 ans plus tard en 2008 Djibril Tamsirian fait publier ça sous le sigle du CELTO. Cette publication de 2008, elle est émaillée d'une multitude évidemment d'anomalies. Et d'ailleurs, c'est à cette publication précisément que répond le professeur Mamadou Diakité du laboratoire de linguistique appliquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand il dit, je cite, « L'analyse comparée du lexique et de l'énonciation des textes montre que l'un, Kouroukan Fouga, est un faux document construit par divers procédés, dont notamment la captation et la subversion du texte concurrent, Charte du Mandé. » Alors, qu'en est-il du mouvement Ko, qui dit aussi qu'il a une charte de Kouroukan Fougan? C'est-à-dire que la référence du mouvement Ko, ce sont les travaux de Feu Solomana Kanté, qui a été un autodidacte et un chercheur fondamentalement honnête, un gros travailleur, et qui entre autres a créé une écriture. Pour transcrire le malinké. Donc, Solomana Kanté, en fait, a arpenté le Mandé, a constitué un recueil des us et coutumes en enquêtant auprès des chefs de famille. Et comme à partir de l'atelier de 98, on parlait plus que de ces fameuses lois de Kouroukan Fouga, les adeptes du mouvement Ko ont voulu que le travail de Solomana Kanté soit pris en compte, et du coup, ils l'ont inscrit dans ce cadre, quoi. Donc, aussi parle de charte, quoi. Mais en fait, ils se sont trouvés confrontés, comme le professeur Youssouf Tata Cissé d'ailleurs, à une entreprise de ce que le professeur Mamadou Diakité appelle la silenciation. C'est-à-dire que quand on dit que toute une campagne envahissait l'espace médiatique avec le texte de 44 articles composés en 98, c'était le blackout total sur la charte du Mandé, et comme sur les travaux aussi de Solomana Kanté. Donc ils les militants du mouvement Ko sont attelés à contrer de cette manière cette silenciation. Mais en réalité, Solomana Kanté n'a trouvé aucune trace d'un lieu dit Kouroukan Fouga, où se serait tenue une assemblée dictant des lois.
Et c'est pas faute d'avoir cherché. Il l'a écrit, hein, c'est pas moi qui dis, hein, il l'a écrit, c'est écrit en cause justement, il l'a écrit très clairement. Dans le cours donc de sa recherche de ces lois, il a donc constitué un corpus, un recueil de pratiques juridiques et sociales, documentation très intéressante, utile quoi pour les juristes qui tôt ou tard devront s'atteler à refonder le droit. Il faut savoir quand même que le terme charte, qui évidemment est inapproprié hein, pour un corpus de cette nature, il faut savoir que Youssouf Tata Cissé, lui, n'a pas traduit l'intitulé de son énoncé par charte par hasard. C'est littéralement la traduction de Bassighican, la mère siège parole, la parole siège mère. Alors, le 21 juillet 2020, Charlie Hebdo met en ligne ce qu'il annonce comme l'histoire de grandes figures de l'histoire africaine du Moyen-Âge à la période coloniale. Ceci en débutant par un article de Francis Simoni sur l'histoire de Soundiata Keïta. Simonis est professeur d'histoire, présenté comme l'expert français de ce que l'historiographie occidentale dénomme les grands empires du Moyen-Âge, donc Ghana, Mali, Songhai, et il a écrit ceci. Je lis. Soyons clairs, la prétendue charte du Mandé n'est qu'une invention récente que l'UNESCO, jamais en mal de prendre une décision inconsidérée, a inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010, sans la moindre analyse scientifique. Oui, je pense qu'il y a 3 facettes qu'il faut traiter dans cette question. La première, déjà, c'est le support utilisé par Francis Simonis. Qu'un enseignant, pour lancer une attaque conjointe, violente et frontale contre l'UNESCO quand même, et contre la Charte du Mandé, choisisse la vulgarisation via un support aussi médiocre que Charlie Hebdo. Et en plus, au mois de juillet, ça interpelle, c'est pour le moins surprenant. Bon, pour ce qui concerne la Charte du Mandé, entre le colloque de 76, où donc Youssouf Tata Cissé s'adresse à la profession, il s'adresse au père, quoi. Entre le colloque de 76 et 2012, où M. Simonis commence à écrire un certain nombre d'articles par rapport à la charte, il s'est quand même écoulé 36 ans pour questionner cet énoncé. Et Francis Simonis, c'est pas un jeune homme. Et dans son curriculum, il s'adresse comme spécialiste des mandingues. Bon. C'est tout de même étonnant quoi, qu'il n'ait pas pu se manifester sur le terrain scientifique sur ce sujet, en convoquant un collège d'experts ou en publiant dans une revue spécialisée. Donc voilà, ça c'est des remarques que tout le monde peut entendre. Quant à cette soudaine motivation de Charlie Hebdo à diffuser gratis, parce que les articles là sont gratuits, une série sur l'histoire africaine du Moyen-Âge à la période coloniale, bon. Et ceci en ne commençant pas par le Ghana. Parce que si c'est ça, bon, voilà. Non, on ne commence pas par le Ghana Ouagadougou, mais par le Mali. Et très précisément par Charte du Mandé. Que Francis Simonis qualifie d'invention, sur une base qu'on ignore. Tout ça mérite vraiment qu'on s'interroge, quoi. Alors, là, on rentre dans les hypothèses, mais peut-être pour essayer de comprendre un peu la genèse de ce projet qui semble bien s'apparenter à de la propagande médiatique, vaut-il la peine de rappeler qu'en juin 2020, au terme de 15 ans d'une procédure en réparation de l'esclavage, qui a été initiée par le MIR Martinique en 2005, la Cour européenne a jugé le dossier recevable et a invité l'État français à ouvrir le dossier de la réparation du crime contre l'humanité de l'esclavage dans son outre-mer. Ce qui constitue évidemment un tournant majeur. Et c'est peut-être à mettre en rapport avec cette parution dans les semaines qui suivent de cet article
expliquant que certes les Africains ont une histoire, mais une histoire en fait d'abjecte barbarie. Puisque c'est bien ça la teneur de Francis Simonis. Et là, par rapport même au contenu de son article, il y a deux possibilités. Soit, comme il ne comprend pas la langue, en fait, il ignore tout des jeux de mots qui font la saveur des énoncés des traditionnistes, et a fortiori dans une langue à ton, et d'où les contresens et le compte rendu pitoyable qu'il fait. Soit, il écrit en connaissance de cause. Et alors, on est obligé de se dire que ces contributions sont un volet d'une entreprise de propagande plus vaste, qui s'inscrit dans le cadre d'une guerre psychologique que mène l'État colonial français contre les populations africaines. Parce que bon, il est clair qu'on ne s'attend pas à ce qu'un enseignant quelconque français, à l'évidence non initié, puisse comprendre l'essence de ce que recèlent ces récits. Mais le niveau compte pour enfants, quoi. Le niveau 0, quoi, de ce qu'il rédige est tout de même étonnant. Il est quand même professeur d'université, quoi. Alors la seconde facette qui mérite d'être traitée par rapport à cette question, c'est la manière dont Francis Simonis construit son article. Là, il y a un bon point en fait pour lui, c'est qu'au moins il annonce clairement quel est son objet dans un encart qui est placé à droite en énorme caractère. Parce qu'on pourrait croire qu'en fait l'objet c'est l'histoire du Mali, non, pas du tout. C'est ce qui est dans l'encart en gros caractère. Et cet encart, je vous le lis, c'est: certains vont jusqu'à affirmer qu'il, c'est Sundiata, aurait instauré une constitution qui serait la matrice des droits de l'homme en Occident. Oula. Donc on comprend qu'en fait c'est ça quoi le problème. Certains vont jusqu'à affirmer qu'en fait la source de la conception des droits humains, des droits humains universels, en fait ce serait l'Afrique. Et on a constaté depuis 2012 que la charte l'obsède, mais qu'elle n'est jamais mentionnée dans les titres de ces articles, qui sont toujours des articles de vulgarisation, quoi. Mais au moins, là, il y a un progrès parce qu'il donne au lecteur le fil conducteur. Donc, il faut démontrer que les Africains n'ont pas pu instituer les droits humains universels. Et ils n'ont pas pu pour cause de barbarie. Et en fait, c'est le sens de sa démonstration qui est fondée, nous l'avons dit, sur des contresens. La troisième facette, enfin, c'est la manipulation par rapport à l'UNESCO. C'est-à-dire qu'en fait, Francis Simonis sait parfaitement que l'UNESCO n'a pas enregistré le texte aux 44 articles fabriqués à Cancan en 98. Il sait parfaitement que l'UNESCO a enregistré le texte des années 60, le texte authentique du serment fondateur de l'État, qui instaure un ordre égalitaire. Puisque dans les documents de l'UNESCO, il est mentionné que cet énoncé comporte un préambule et cette section. Même si, bien sûr, le titre ne convient pas, puisque l'UNESCO l'a enregistré comme la charte du Mandé proclamée à Kouroukanfouan. Bon, Francis Simonis sait quand même également que la capitale de l'Empire n'est pas fixe, que les souverains en question sont installés dans leur village, dans leur propre village. Donc le village de Sundiata, c'était Dakar-Djalan, qui est dans l'actuel Mali. Et c'est là qu'est fondé l'État, c'est à partir de Dakar-Djalan que Sundiata va diriger. Et on sait aussi que après sa mort, la capitale va migrer notamment dans l'actuelle Guinée, où résideront certains dirigeants, et que l'amplification de l'islamisation après lui aura pour corollaire la reconnaissance de la licité de la mise en esclavage des incroyants, et que les déportations esclavagistes vont reprendre de plus belle. Donc en fait, et pour résumer, les gens comme Francis Simonis, puisque vous interrogez sur son article, en fait il n'importe rien quoi à la connaissance. En fait, c'est des gens qui font que commenter à partir des documents que d'autres apportent, et encore bien souvent en ne citant même pas leurs sources, quoi.
Le livre qu'il a écrit sur l'Afrique soudanaise au Moyen-Âge l'illustre parfaitement, quoi, parce qu'en fait, à chaque page, il révèle soit qu'il ignore le béaba de ce dont il se dit spécialiste, soit qu'il feint de l'ignorer, quoi. Et dans ce cas, à quel dessein? Puisque là, le temps est compté, pour prendre un passage qui correspond à ce que j'ai eu à expliquer précédemment relativement à la fédération Guinée-Mali-Ghana, voilà par exemple un extrait de ce qui est dans son livre, où il prête au président Nkrumah des complexes psychologiques, faute de même comprendre le projet politique dont il s'agit, quoi. Enfin, concernant donc le fait que Francis Simonis enseigne à Aix, ça doit peut-être quand même retenir notre attention, parce qu'en fait c'est là-bas que sont stockées les archives d'outre-mer relatives à l'esclavage, et précisément Francis Simonis préside ou présidait une association des amis des archives d'outre-mer. Voilà. Donc, pour conclure et résumer, ce que dénoncent les juristes comme le professeur Aboudraman Touré du Mali, ou encore le linguiste professeur Mamadou Diakité, c'est qu'il y a eu une entreprise visant à instaurer la confusion entre deux textes qui n'ont rien à voir du tout. Et qu'il y a eu volonté de remplacer la charte du Mandé transmise dans les cercles d'initiés par un texte reconstitué ou constitué en 1998 dont il est dit qu'il aurait été édicté en 1236 dans un lieu appelé Kouroukafougan. C'est cette supercherie financée par la francophonie que le mouvement militant dénonce. Alors Fanta, peux-tu conclure et de manière synthétique, pour que les gens ne se perdent pas, dire ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Voilà. Par exemple, au sujet de la date exacte ou du lieu exact. Non. La date et le lieu, c'est pas secondaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ceux qui ne se basent que sur les sources arabes, pour écrire notre histoire, le Sundiata n'existe pas, hein. Pas plus que la bataille de Krina, etc., quoi. Tout ce qui compose l'histoire endogène. Sundiata n'existe pas parce que du point de vue musulman, Sundiata c'est un kafir. Il faut se rappeler que malgré son jeune âge, hein, quand on va le chercher dans le Grand Nord, à Nema, donc en pleine zone d'islamisation, Sundiata est déjà un symbole. Ça veut dire un grand maître d'initiation traditionnelle. Et il va rameuter tous les initiés entre le fleuve, le lit du fleuve Sénégal et la boucle du fleuve Niger pour former son armée de libération. L'enjeu ultime du combat, c'est d'en finir avec l'esclavage et les déportations esclavagistes qui ont été rendues licites par la nouvelle religion. Puisque, pour faire court, kidnapper un kafir, l'enchaîner, le déporter en terre d'islam, pratiquement c'est faire une bonne action. La terre d'islam c'est comme l'antichambre du paradis et la terre des kafirs c'est comme l'antichambre de l'enfer. Soit dit en passant, ce sont les mêmes balivernes que quelques siècles plus tard les prétendus chrétiens vont nous servir. Ce qui indique bien qu'on est dans un même paradigme, c'est-à-dire que les déportations en esclavage en Amérique, elles vont se justifier là aussi par le sauvetage des âmes. Donc, comme l'Afrique n'est pas un vide, hein, il y a une histoire, il y a une culture forte. Ne pouvant pas effacer telle ou telle personne, tel ou tel personnage historique, on va présenter cette personne sous un jour opposé à ce qu'elle a été. C'est quelque chose de récurrent. Hein. Pour prendre... pour nos générations, un exemple que tout le monde connaît, on a fait passer à un moment donné dans certains milieux Martin Luther King comme un house nigger, un nègre de maison. Hein. Pourtant, quand on se donne la peine de le lire et d'examiner son parcours, on voit que c'est faux. Et pareil pour Malcolm X, dans l'autre sens cette fois, c'est-à-dire en le présentant comme un raciste violent. Et d'ailleurs, c'est parce que dans l'un et l'autre cas c'est faux qu'on les a tués l'un et l'autre. Parce que l'enjeu, bien sûr, c'est de ne pas laisser subsister d'alternatives crédibles
au système dans lequel on est enfermé. Nous que des peuples, au nom d'une race, la blanche, et des deux religions dites révélées, le judéo-christianisme et l'islam, en viennent à ravaler d'autres hommes au rang de bêtes sauvages. Cela fut le crime incommensurable perpétré par l'Occident chrétien et le monde. Donc, pour en revenir à ta question, puisque tu parlais de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire. Dans cet effacement institutionnel, donc ici l'effacement de la restauration du projet égalitaire des chasseurs initiés et par les chasseurs initiés, les dates et les lieux ne sont pas secondaires. Ça fait partie en fait des pièces qu'on assemble pour la construction du faux. Bon, comme on manque de temps, je vais faire court. En prenant juste le cas de la date, on sait que Sundiata a été intronisé au moment du passage de la comète de Halley dans le ciel, donc ça se situe dans le ciel des monts Mandeng. Et les méthodes traditionnelles de compute du temps correspondent à ce que nous disent les laboratoires modernes d'astronomie. Donc on sait qu'il a été intronisé fin 1222, début 1223. Toute l'action politique de Sundiata avec son équipe, ça va être axé sur la sécurisation du territoire. Puisque le Mandé est devenu comme un gibier mort, chacun vient prendre sa part avec son petit couteau. Donc, toute l'action politique, c'est sécuriser le territoire, criminaliser les kidnappings, les déportations et l'esclavage. Et en fait, Sundiata, comme les Kayamagans du Ouagadougou, bien avant lui, il va puiser pour partie son indépendance dans une prospection fructueuse, en fait, de l'or. Donc on va chercher des mines d'or et pendant la saison sèche, et je dis pendant la saison sèche parce qu'évidemment pendant la saison des pluies on cultive, mais je veux dire on va avoir une politique de prospection de l'or, et c'est ce qui va lui permettre en fait de constituer un trésor et donc de développer sa cavalerie et d'assurer la sécurité de l'État. Ils vont créer des garnisons à cheval sur tous les axes en fait de déportation. Et Sundiata va gouverner près d'un demi-siècle, jusqu'à sa mort, qui va se situer vers fin 1256. Il va mourir chez lui à Dakar. Après sa mort, la succession va être problématique. Et bien évidemment, aux frontières, puisque on sait qu'il y a l'or, les prédateurs vont affluer. Et bien évidemment, à l'intérieur, certains vont redresser la tête. Donc, les lois du Dansoya, des chasseurs initiés égalitaires, qui avaient été dictées à Dakar, la charte du Mandé que vous connaissez, le préambule et les 7 sections, vous dit que toute vie est une vie. Donc, ces lois édictées à Dakar, elles ont tenu pendant près d'un demi-siècle parce que l'État était fort, parce que l'État était en capacité de les faire respecter et qu'il était en capacité de tenir en respect les États esclavagistes du Maghreb aux frontières. Mais ces lois, elles vont se déliter progressivement dans les soubresauts de la succession et au fil des siècles, en parallèle des conversions à l'islam, puisque c'est l'islam qui rend licite en fait ces kidnappings, déportations, et ce que certains en fait veulent nous servir aujourd'hui, puisque l'islam s'est imposé dans la région, c'est une espèce de bouillie consensuelle où Sundiata deviendrait un chantre de l'islam un peu humaniste, et c'est pour ça qu'ils ont mis dans le texte de Kouroukan Fougan que de ne pas trop maltraiter l'esclave. Mais voilà, on est dans ce contexte, et voilà. D'ailleurs, une chose intéressante, c'est que quand on reprend le livre de Tamsir Niane de 60, Djeri Mamadou Kouyaté, qui donc en 60 lui sert d'informateur, en fait, il n'a pas choisi par hasard de rattacher son récit à un Kouroukan Fougan. Pour le néophyte, ça ne signifie rien, ça ne veut rien dire, quoi. Mais, et d'ailleurs, en lisant le texte, on comprend que Tibril Tamsir Niane lui-même ne comprend pas, en fait,
l'implication qui est sous-jacente. Mais pour quelqu'un qui est informé, bon, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que Mamadou Kouyaté est fidèle au Djelia. Il a placé plusieurs éléments, mais notamment cet élément-là de Kouroukan-Fouga dans le texte. Et c'est cet élément qui va matérialiser ce qu'il avait dit et souligné en débutant son récit. Il avait dit: nous sommes les sacs à parole qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires, et nous enseignons aux passants, aux vulgaires, ce que nous voulons bien lui enseigner. Le 10 décembre 2020, consacré justement à la charte du Mandé, première partie, qu'on vient de nous rejoindre Priscilla Ludowski, Rosa Amelia. Est-ce qu'il y a une petite réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur la charte du Mandé, d'abord? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je ne sais pas si Rosa Amelia ou Amata voulaient réagir, mais du coup, j'ai juste un mot à dire par rapport à l'enseignement qu'on fait ici en France sur l'histoire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et celle déclarée par les Nations Unies ensuite plus tard. Et je me demande dans quelle mesure on peut, dans toutes les démarches qui sont déjà entamées par le MIR notamment, mais certainement d'autres associations et d'autres collectifs, comment on peut forcer l'intégration de cet enseignement en fait dans les manuels, quoi. J'ai toujours le souci, la question de comment se fait la transmission en dehors des sphères de lutte et en dehors des sphères d'action en justice. C'est toujours la préoccupation parce que c'est énormément de travail, de diffusion, de sensibilisation et d'information et de mémoire. Mais comment se fait la transmission? C'est la question que je pose peut-être à tout le monde aussi ce soir. Rosa, une réaction? Oui, bon, avant tout, bonsoir Priscille. Oui, je pense qu'il y a peut-être une urgence, c'est comment faire pour que de plus en plus d'Africains là-bas en Afrique et d'Afrodescendants dans les différents pays où on se trouve puissent accéder à la connaissance de la charte du Mandé. Parce que je crois que s'il y a de plus en plus d'Africains là-bas en Afrique et des descendants ou des afrodescendants de partout, aux États-Unis, en Amérique du Sud, ici en Europe, etc., qui puissent s'emparer du contenu de la charte du Mandé. À partir de ce moment, les Européens, premièrement, ne pourront plus continuer à ignorer l'existence de cette charte. Et deuxièmement, ne pourront probablement plus distorsionner, hein, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Par exemple, ce que mentionnait Fanta tout à l'heure concernant cet article à Charlie Hebdo. Et ainsi de suite. Donc, c'est à nous, Africains et afrodescendants, d'organiser des comités ou des cercles d'études. Ça, je l'ai proposé depuis longtemps, mais malheureusement, ça ne se fait pas tout seul. Et bon, ce sont des paroles qui sont tombées dans le vide, en quelque sorte, parce qu'à une époque, dans les éditions Anigüe, où j'avais proposé justement ce genre de choses, des cercles d'études, les gens avaient été d'accord sur le coup, mais bon, le temps passant, et chacun a aussi ses propres préoccupations, etc., etc. Bref, nous avons été quelques-uns que nous nous sommes réunis un petit peu. Bon, ce qu'on avait fait à l'époque lorsque Peter, vous avez organisé là-bas à Nantes le séminaire. On avait mis en place un séminaire, des ateliers justement voilà, pour la formation des cadres. Ce n'est pas ces choses-là qui suffisent. Ça, c'était un petit début qui n'a même pas eu de suite. Mais je crois que la chose principale, c'est cela. Autrement dit, que nous autres, nous, Africains et afrodescendants, commençons
à nous emparer, à nous approprier le contenu de tous ces événements qui nous concernent. Tant que cela n'aura pas eu lieu, rien ne va vraiment se faire par le bon vouloir de nos adversaires. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des formules. Juste pour mémoire, le 10 décembre 2014 marquait les 1 an de la disparition du professeur Youssouf Tata Cissé. Au même moment, dans une salle à Nantes, au Beach, c'était des jeunes Africains qui prenaient connaissance avec la charte du Mandé. Donc, qui avaient commencé à faire déjà des lectures à travers, sous forme de poésie au départ, un peu comme le professeur Tata Cissé le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord une lecture et autour de ces jeunes, il y avait d'autres personnes plus équipées qui expliquaient le contexte de cette charte du Mandé. Comme vous le savez, on est ici dans le cadre de la journée du 10 décembre relative à la déclaration des droits de l'homme. Les droits de l'homme, et bien évidemment, on a rajouté de tous les hommes. Pour la charte du Mandé. Article 3. Que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il faut ses enfants, que chacun entretienne pourvoie aux besoins des membres de sa famille. On a voulu remonter jusqu'à notre première déclaration des droits de l'homme qui a été faite en 1212. Tout le monde connaît la charte du mondain, j'espère en tout cas. Voilà, donc ce sont des petites contributions, mais c'est vrai qu'il est possible d'avoir vraiment une réelle réflexion, comme le disait Priscilla tout à l'heure, pour voir comment transmettre massivement ce texte et d'autres. Oui, parce qu'il y a une chose qui souvent me frappe, c'est que, bon, nous dénonçons très souvent la volonté des Occidentaux d'ignorer des choses que nous considérons qu'ils devraient savoir. Mais je me rends compte que très souvent, parmi nous, sauf les militants évidemment, les autres Africains et afrodescendants qui ne sont pas militants, et ils ignorent eux aussi cette même chose. Alors, comment peut-on espérer que nos adversaires, et pas seulement nos adversaires, prennent acte de ce que nous-mêmes ignorons? Je crois que c'est clair. Chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes. Dans le respect des interdits de la patrie. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Mandé, c'est la parole des chasseurs. À l'adresse des oreilles du monde entier.